Bonjour et bienvenue à tous pour ce quatrième cours. Aujourd'hui, on va parler d'échantillonnage. Alors, normalement, à la fin de ce cours, vous comprendrez pourquoi, quand on est passé du vinyle au CD, on a choisi pour les CD une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? En fait, quand la musique était encodée sur des vinyles, elle était encodée comme un signal continu. En fait, elle était encodée de manière mécanique sur le vinyle. Et quand on est passé au CD, il a fallu l'encoder de manière numérique. Et il a fallu choisir à quelle fréquence est-ce qu'on enregistrait les valeurs du signal continu. On ne pouvait plus le faire de manière parfaitement continue. Et donc, comme je vous ai dit, vous comprendrez à la fin de l'amphi pourquoi est-ce qu'on a choisi cette fréquence de 44,1 kHz. Alors, mathématiquement, de quoi on parle? On va parler dans cette présentation d'échantillonnage régulier, c'est-à-dire que pour une fonction f que je prends a priori dans L2, je vais considérer les échantillons xn égale f de n delta t. Le delta t, j'appelle ça le pas d'échantillonnage, et donc vous voyez que mes échantillons sont espacés en temps d'une quantité delta t. Donc c'est illustré sur la figure en dessous, là où j'ai le signal continu qui est représenté en bleu, et les échantillons qui sont en rouge avec des points bleus. Et donc on va se poser deux questions importantes à propos de ce processus d'échantillonnage. La première question, c'est est-ce que quand je remplace f par ces échantillons, je perds de l'information? En d'autres termes, est-ce qu'il est possible, parfois, de retrouver l'intégralité de f à partir du signal discrétisé x? L'autre question, c'est, imaginons qu'on ne puisse pas le faire. À ce moment-là, quelle information est-ce qu'on a perdue? Qu'est-ce que je risque à remplacer f par ces échantillons? Et du coup, on va s'attaquer tout de suite à la première question. Est-ce que je peux retrouver la fonction f à partir de x et si oui, dans quelles conditions? Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est que retrouver f à partir de x, c'est la même chose que de reconstituer la transformée de Fourier de f à partir de la transformée de Fourier de petit x. Donc la transformée de Fourier en temps discret et en temps continu selon le signal. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que si j'ai réussi à... si je dispose du signal x, je peux toujours calculer sa transformée de Fourier en temps discret. Puis, si je suis capable de reconstituer la transformée de Fourier de f à partir de grand X, à ce moment-là, prendre la transformée de Fourier inverse et donc reconstituer petit f. Donc formellement, c'est la même chose, et donc on va s'intéresser à partir de maintenant au lien entre la transformée de Fourier du signal d'origine et la transformée de Fourier du signal discrétisé. Et donc je vais vous donner un premier résultat qui fait le lien entre les spectres des deux signaux, qui est la proposition qui est ici. Donc je prends les échantillons de f. Alors à ce moment-là, la transformée de Fourier en temps discret, elle s'exprime par cette formule un peu barbare, qui est donc la somme infinie de plusieurs termes. Alors on va regarder avec un exemple tout de suite ce que c'est que tous ces termes. Donc on va prendre un signal f, qui est le signal que je vous ai montré tout à l'heure, qui est une gaussienne en fait. Et puis, donc ça c'est ce que vous avez en haut à gauche, c'est le signal continu. Vous avez son spectre, qui est aussi une gaussienne, qui est représenté à droite. En haut à droite, vous avez le signal discret échantillonné, donc avec un pas de temps delta t1. On va voir que plus tard on fera varier le pas de temps, donc on va noter ce pas de temps-là, delta t1. Et puis, vous avez en bas à droite, on va afficher progressivement tous les termes de la somme qui est ici en haut du slide. Alors une petite précision, vous voyez que ici j'ai affiché le spectre de la fonction continue petit f, et en abscisse j'ai mis les pulsations en radians par seconde, et je les ai indiquées d'une manière un peu particulière. Je les ai indiquées en multiple ou en sous-multiple d'une valeur particulière qui est pi sur delta t1. Alors pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est très lié à la somme qui est ici, parce que vous allez voir que la valeur pi sur delta t1 est une valeur particulière,
Et on va le voir tout de suite en analysant les termes de la somme. Alors, regardons un peu quelle tête elle a cette formule, et prenons par exemple le terme n égale 0 de la somme. Ce terme a un coefficient 1 sur delta t1 près, c'est la transformée de Fourier de f évaluée en grand oméga sur delta t1. Grand oméga, je vous rappelle, c'est la pulsation discrète. Elle s'exprime en radians par échantillon, et donc quand je la divise par delta t1, j'ai bien une fréquence continue en radians par seconde. Donc ce premier terme, c'est la transformée de Fourier de f, dilatée par un facteur delta t1. Or, comme delta t1 est plus petit que 1 en l'occurrence, on a une figure qui est plutôt contractée. Et j'attire votre attention sur une chose, c'est que la valeur de la transformée de Fourier discrète ici en pi, en tout cas pour ce premier terme, c'est la valeur pour grand oméga égale pi, c'est-à-dire la valeur de la transformée de Fourier continue en pi sur delta 1. Voilà, donc ça c'est pour le premier terme. Et maintenant, on va commencer à sommer d'autres termes, les termes n égale 1, 2, 3. Donc prenons le terme n égale 1 par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde le terme n égale 1? À ce moment-là, on a la transformée de Fourier de f évaluée en grand oméga moins 2pi sur delta t1. C'est donc toujours la transformée de Fourier de f dilatée, mais là, en plus, translatée d'une quantité 2pi sur delta t1. Et donc le pic central qui correspondait à la fréquence 0 se retrouve en la pulsation grand oméga égale 2pi. Je vous laisse vérifier que quand vous prenez grand oméga égale 2pi, vous retombiez bien sur la transformée de Fourier de f évaluée en 0. D'accord? On peut prendre le terme n égale moins 1 par exemple, et à ce moment-là, on se retrouve avec un pic qui est symétrique. Et en fait, on peut faire ça à l'infini. Et ce qu'on constate, c'est que, en fait, ce qui est logique, la transformée de Fourier en temps discret du signal discrétisé est un signal périodique. Ça, on le savait, on l'a vu dans le précédent cours. La TFTD, c'est une fonction qui est 2pi périodique. Et en fait, c'est le périodisé de la transformée de Fourier du spectre continu. Donc quand je fais la somme, je me retrouve avec le spectre bleu qui est ici en bas à droite, un facteur delta t1 près qui est en fait ce 1 sur delta t ici. Et donc c'est pour cette raison qu'on appelle parfois cette somme ici en haut la sommation périodique de la transformée de Fourier de f. Voilà, là on s'est mis dans un cas en fait qui est relativement favorable. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui m'intéressait moi, c'était de retrouver la transformée de Fourier du signal d'origine à partir de celle du signal discrétisé. Bon, bah, c'est assez simple de retrouver la figure en haut à droite à partir de la figure en bas à droite. Ce qu'il me suffit de faire, c'est de prendre le signal en bas à droite, de le multiplier par l'indicatrice entre moins pi et pi, d'enlever toutes les fréquences additionnelles, et puis de faire la dilatation inverse d'un facteur delta t1. Et à ce moment-là, je me retrouve avec le spectre continu. Alors la raison pour laquelle je fais ça, je peux faire ça, on va le voir dans un instant, mais en fait, c'est très lié au fait que j'ai choisi un pas de temps, un pas d'échantillonnage delta t1 suffisamment petit. Voyons ce qui se passe dans un cas un peu moins favorable. Donc je prends un nouveau pas de temps, pas d'échantillonnage delta t2, et vous voyez en bas à gauche de votre écran que j'ai pris beaucoup moins d'échantillons. Si on regarde ce qui se passe du côté du spectre continu, le spectre continu, lui, il n'a pas bougé, c'est pas parce que je change le pas d'échantillonnage, le pas de discrétisation, que je change le spectre continu. En revanche, ce qui a changé, c'est ce pi sur delta 2 ici, qui correspond désormais à des fréquences pour lesquelles la transformée de Fourier de f n'est plus nulle. Du coup, reprenons le calcul progressif qu'on a fait de la sommation périodique, et regardons désormais le terme n égale 0. Comme tout à l'heure, c'est la transformée de Fourier d'origine dilatée d'un facteur delta t2, et si je regarde la valeur de ce terme en grand oméga égale pi radian par échantillon, c'est la valeur de la transformée de Fourier de f en pi sur delta t2, ici, et donc j'ai une valeur qui n'est plus nulle. Pourquoi c'est important? Parce que quand je vais commencer à rajouter des termes, je vais désormais avoir un chevauchement des spectres translatés, que ce soit d'un côté ou de l'autre,
Et quand je vais réaliser la somme de tous ces termes-là, eh ben, je vais avoir une fonction qui ne ressemble plus du tout à ma gaussienne d'origine. Si j'essaye maintenant de faire la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire de multiplier par l'indicatrice entre moins pi et pi, vous voyez que j'ai un signal qui n'est plus une version dilatée de mon spectre d'origine. En particulier, j'ai un signal qui, aux fréquences moins pi et pi, n'est plus nul. En fait, on peut afficher ce qu'aurait été le signal uniquement dilaté d'un facteur delta 2. C'est la courbe verte qui est ici. Et vous voyez que la courbe verte et la courbe rouge ne coïncident pas exactement. Et la raison, c'est l'effet des pics qui venaient de 2pi et 3pi, qui est venu se sommer ici à la courbe verte. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'essaye maintenant de reconstituer le signal d'origine à partir de la courbe rouge et non plus de la courbe bleue? Eh bien, j'ai le signal en orange que vous avez en bas à gauche, donc en prenant la transformée inverse de la courbe rouge. Et ce qu'on constate, c'est que j'ai fait apparaître des nouvelles fréquences qui n'étaient pas là auparavant. J'ai fait apparaître des phénomènes périodiques qui n'existaient pas dans le signal d'origine et qui sont liés au fait que j'ai échantillonné avec un pas de temps trop faible, puis reconstitué le signal. Alors pourquoi est-ce que je dis un pas de temps trop faible? Qu'est-ce que c'était la principale différence entre les deux situations qu'on vient de voir? Revenons un peu en arrière. Dans la première situation, les pics ici n'ont aucun chevauchement. Et la raison, c'est que la transformée de Fourier du signal d'origine est nulle en pi sur delta t1. Et elle est nulle tout le temps après. En revanche, dans le cas du pas d'échantillonnage un peu plus grand, delta t2, j'avais le chevauchement des pics les uns sur les autres, et j'étais incapable de retrouver le spectre d'origine. Donc cet exemple, c'est une illustration d'un théorème dont vous avez la preuve formelle dans le polycopier, qui est le théorème de Shannon, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On peut reconstituer une fonction à partir de ces échantillons, à un pas de temps delta t, exactement si et seulement si le spectre de f est nul en dehors de moins pi sur delta t, pi sur delta t. Donc c'est ce qu'on vient d'illustrer avec l'exemple précédent. Alors vous avez peut-être entendu ce résultat sous une autre forme. En fait, si on regarde la fréquence d'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage, c'est 1 sur delta t. Et pour qu'on puisse reconstituer le signal sans perte à partir de ces échantillons, il faut, et il suffit, qu'elle soit supérieure à 2 fois la fréquence maximale contenue dans le signal, c'est-à-dire la fréquence maximale pour laquelle le spectre de f n'est pas nul. Donc ça permet de répondre à la question que j'avais posée en début de cours. Pourquoi est-ce qu'on a choisi 44,1 kHz comme fréquence d'échantillonnage pour les CD? En fait, c'est parce que la fréquence maximale audible par l'être humain, c'est à peu près 22 kHz. Et donc en choisissant 44,1, on avait une fréquence d'échantillonnage qui était plus grande que 2 fois n'importe quelle fréquence que l'humain pouvait entendre. Dans l'exemple précédent, on a aussi vu un autre phénomène très important qui est ce qu'il se produit quand on échantillonne avec un pas de temps trop faible. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le repliement spectral. C'est ce qui s'est passé quand j'ai essayé de reconstruire le signal d'origine à partir d'échantillons qui étaient trop espacés. Donc vous voyez que j'ai fait apparaître ces fréquences qui n'étaient pas présentes dans le signal initial et qui apparaissent ici. Donc on appelle ça repliement parce qu'en fait c'est les hautes fréquences, celles qui sont supérieures à pi sur delta t, qui viennent par le jeu de la sommation périodique se replier et devenir des basses fréquences. Alors c'est un phénomène qu'en fait vous connaissez bien. Là je vais vous l'illustrer avec deux autres petits exemples. Le premier, c'est cette photo du château de Saint-Fargeau, qui est composée de petites briques de couleurs différentes. Et cette photo a été échantillonnée avec un pas d'échantillonnage trop faible. Et ce que vous voyez, c'est qu'on voit apparaître des phénomènes périodiques
qui en fait sont pas du tout présents à l'œil nu quand on regarde le château. Et ça, c'est l'effet de l'aliasing. C'est les hautes fréquences, les variations spatiales en l'occurrence, très rapides d'intensité lumineuse, donc qui sont dues aux variations d'intensité de la brique, qui ici apparaissent comme si elles étaient des basses fréquences, en fait parce qu'elles sont supérieures à pi sur delta x, où x est le pas d'échantillonnage spatial. Ça, c'est un premier exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple. Cet exemple, c'est celui d'un disque qui tourne sur lui-même à une vitesse qui est supérieure au taux de rafraîchissement de la caméra qui le filme. Et vous avez en plus des phénomènes qui apparaissent à cause du quadrillage sur le disque. Et tout ça, c'est des phénomènes de repliement spectral, à la fois en temps et en espace. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en pratique, quand on vous donne un signal discrétisé, vous n'avez pas moyen de savoir s'il contient du repliement spectral ou pas. La seule chose qui peut vous donner une indication là-dessus, c'est votre intuition physique et le lien, ou plutôt le lien physique avec le phénomène que vous avez observé. En général, quand vous recevez un signal, il a été mesuré par un capteur. Ce capteur, il a une fréquence d'échantillonnage que le fabricant vous renseigne. Et il faut que vous sachiez a priori si le phénomène physique que vous avez mesuré est susceptible ou non de contenir des fréquences supérieures à 2 fois la fréquence d'échantillonnage de votre capteur. Quand vous calculez la transformée de Fourier discrète d'un signal avec maintenant, en pratique, ce que vous calculez toujours, par exemple pour analyser le spectre d'un signal, c'est la transformée de Fourier discrète. Alors, on a déjà vu dans le cours précédent que la transformée de Fourier discrète était reliée à la transformée de Fourier en temps discret par la formule de gauche. En fait, ce qu'on avait vu, c'était que la TFD était les échantillons, donc c'était un processus d'échantillonnage, les échantillons de la TFTD avec un pas fréquentiel de 2π sur grand N. Le kème coefficient de la transformée de Fourier discrète, c'est la transformée de Fourier en temps discret évaluée à la fréquence discrète de kπ sur grand N. Avec la formule que je vous ai donnée dans les slides précédents, l'interprétation qu'on peut faire maintenant, c'est que si vous recevez un signal qui est l'échantillonné à un pas de temps delta t d'un signal continu, à ce moment-là, ce que vous calculez avec la TFD, c'est la transformée de Fourier continue, évaluée au pas de temps 2kπ sur grand N delta t, plus un éventuel repliement spectral. Et en fait, vous pouvez voir, il y a un résultat du cours qui vous dit qu'il y a toujours un petit peu de repliement spectral, qu'il faut essayer de minimiser, mais il en existe toujours un peu. Donc ça, c'est une formule qui est assez utile en pratique parce qu'elle fait le lien entre le monde continu, qui est celui dans lequel on a le plus d'intuition. A priori, une note de musique, vous connaissez sa fréquence plutôt en Hertz. Et le monde discret, qui est celui qui permet de faire des calculs, notamment sur Python. Alors pour finir, je vais vous parler de méthodes qui sortent un peu du cadre du cours. La limitation du théorème de Shannon, qui dit qu'on ne peut pas avoir de fréquence présente dans le signal qui soit supérieure à la moitié de la fréquence d'échantillonnage, en fait, elle ne s'applique que à l'échantillonnage régulier. Or, on n'est pas obligé d'échantillonner de manière régulière. Il y a d'autres techniques, par exemple ce qu'on appelle le compressed ou compressive sensing, qui consiste à échantillonner de manière aléatoire, avec notamment un pas d'échantillonnage aléatoire, et qui permettent par exemple de réaliser des images comme celle qui est à l'écran. Donc c'est une photo prise d'un ballon de football avec une caméra qui ne contient qu'un pixel, donc qui choisit la valeur 1 ou 0 en fonction de si l'intensité lumineuse au niveau de ce pixel dépasse une certaine valeur seuil. Et donc en l'occurrence, pour réaliser cette image, la caméra prend 1600 échantillons, et on applique ensuite un filtre de reconstruction qui permet
d'interpoler entre ces échantillons aléatoires en tenant compte des propriétés stochastiques de la méthode d'échantillonnage. Et on arrive à la fin à avoir une résolution qui est bien meilleure que ce qu'on aurait obtenu avec un échantillonnage régulier et en restant dans les clous du théorème de Shannon. Voilà, c'est tout pour ce cours-ci, et donc on se retrouve jeudi matin pour une séance de questions suivie d'une séance d'exercice.